Merci à vous de m'accueillir ce soir. Je suis ravie d'être venue de Paris pour vous parler d'une thématique qui m'est très chère, qui est celle donc de l'archéologie du handicap et de la lecture des pathologies invalidantes sur tous les corps que nous mettons au jour dans le cadre de l'archéologie funéraire. Alors, comme il a été indiqué, je travaille à l'INRAP. L'INRAP, c'est un institut national, mais je pense que vous devez le connaître, qui intervient dans le cadre de fouilles préventives. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas là où on a envie d'intervenir, à côté d'une église ou dans un cimetière gaulois qu'on connaîtrait de longue date. On est tributaire des grands travaux d'aménagement du territoire, en contexte urbain, en contexte rural. Donc on intervient sur un tracé de TGV. Moi, je suis intervenue sous le parc de Disney. On intervient dans le cadre de parkings urbains. Et donc, nos thèmes de recherche, la plupart du temps, sont adossés à des lieux. On travaille sur une ville, on travaille sur un terroir, ou on peut travailler sur une chronologie. Et quand on est archéo-anthropologue, on a la possibilité soit de travailler sur une chronologie particulière. Moi, en l'occurrence, j'ai travaillé sur les pratiques funéraires adossées aux incinérations, modalités de collecte sur un bûcher, etc., concernant la protohistoire. Et on peut se saisir d'une thématique. En l'occurrence, moi, j'ai choisi celle du handicap pour des raisons à la fois personnelles et de curiosité, parce que ça donne aussi du sens à notre métier. Ça éclaire un métier qui est consacré vraiment aux défunts, aux très anciens, aux ancêtres, et ça questionne sur nos thématiques contemporaines, la façon dont nous traitons les personnes handicapées avec des mots-clés, inclusion, exclusion, prise en charge, etc. Et donc, l'archéologie préventive telle qu'elle est conçue à l'INRAP, elle permet de collecter des milliers de données. On est plusieurs centaines tous les jours à fouiller constamment sur le territoire français et dans les dom-toms, ce qui fait qu'on a des données qui sont colossales et qu'on peut trier de façon transversale avec une thématique qui peut être extrêmement impliquante en termes de questionnement et de questionnement contemporain. Moi, j'ai choisi le handicap. J'ai des collègues qui travaillent sur les migrations, qui travaillent sur l'esclavage, qui travaillent sur l'alimentation. Il y a tout un pan de la recherche qui est dorénavant consacré à l'archéologie de la violence. On peut plonger depuis le néolithique et trouver des traces de combats, des traces de meurtres, etc. Et donc, vous le savez sans doute, Henri Dudet vous l'a mieux expliqué que je ne pourrais le faire. Quand on est archéo-anthropologue, en fait, on a deux champs, deux composantes bien particulières. Une composante qui est strictement ostéologique, où le squelette, la matière osseuse, est une matière qui nous livre des informations. Un squelette, en fait, il va nous livrer la carte d'identité, pas complète, bien évidemment, mais de l'individu que vous avez fouillé, que vous êtes en train d'étudier. On peut définir le sexe, donc je vais aller rapidement parce que je pense que vous maîtrisez sans doute les méthodologies, le sexe, l'âge au décès, toutes les caractéristiques morphologiques, stature, robustesse, on a parlé de marqueurs d'activité, etc. Bien évidemment, les pathologies. Pathologies, pour peu qu'elles aient laissé une trace sur la matière osseuse. Varicelle et rhume, il n'en est pas question. Handicap mental et psychique, il n'en sera pas question. En revanche, tout ce qui va entraîner une modification de la matière osseuse va être lisible sur le squelette. Donc ces pathologies vont être lisibles. On peut observer des carences alimentaires. Par exemple, dans la petite enfance, un problème de famine. Je travaillais sur des populations carolingiennes où pendant la soudure, c'est-à-dire entre les périodes de récolte, on n'a plus à manger. L'enfant ne va pas grandir, sa période de croissance va se tasser. Et si on fait des radios sur les os longs, on va apercevoir des petites lignes bien spécifiques qui vont nous indiquer des moments de tassement de l'os qui vont indiquer qu'il y a eu des problèmes d'alimentation pendant la petite enfance. Alors, une ligne, 2 lignes, 15 lignes sur un même os long, on peut envisager qu'il y a eu une enfance plutôt douloureuse. Et on peut observer des stress de croissance et on peut observer des liens de parenté. Alors, les liens de parenté, ils peuvent être intéressants dans la mesure où certains vont être lisibles directement sur l'os. Et puis maintenant, on va faire appel aussi à toute la paléogénétique, à l'étude des isotopes, etc. Mais sur l'os, ce qui est notre cœur de métier, on observe quelque chose qui s'appelle des petits stress, des caractères discrets que l'on va coter, présents ou absents, et qui vont avoir un vrai intérêt parce qu'ils peuvent être liés soit
à la génétique, soit à l'environnement. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, sur le sternum, vous avez parfois dans sa constitution un petit accident de croissance et on va avoir une petite perforation, un petit trou. Ces petits caractères ne sont pas pathologiques, ils ne font pas mal, ils ne sont pas douloureux. Ce petit trou sur le sternum, c'est quelque chose qui va être génétique. Alors, si j'en trouve 3 ou 4 dans un même sarcophage mérovingien, que les gens enterrés dans une même cuve de sarcophage aient un lien de famille à l'époque chrétienne, on connaît la liturgie, les rituels, on n'est pas étonné. Quand on est dans des périodes beaucoup plus anciennes, néolithiques, même voire avant, on ne sait pas comment fonctionnent les structures de société, donc on ne sait pas non plus comment sont enterrés les gens. Est-ce qu'il y a des regroupements familiaux? Est-ce qu'on va regrouper les femmes, les hommes, extraire les enfants selon des âges, etc. On ne connaît pas les structures de la démographie et encore moins les contextes funéraires. Et donc pouvoir relire, retrouver par exemple ces petites perforations dans des squelettes voisins, on peut en conclure qu'il y a eu des modalités d'inhumation liées à des liens familiaux. Donc globalement, sur un même squelette, on peut observer à peu près 200 caractères discrets qu'on cote présents ou absents et qu'on va mettre en perspective avec l'ensemble des squelettes d'un même contexte funéraire. Et alors, il y a ces caractères discrets qui sont donc génétiques et il y a des caractères discrets qui sont tout aussi intéressants mais qui sont liés à l'environnement. Un exemple, sur la rotule, sur la patella, on peut avoir une petite facette un petit peu atypique qu'on appelle la facette d'accroupissement qui a un symétrique sur les os du pied. Alors, quand vous fouillez une salle capitulaire dans une abbaye et que vous avez l'ensemble de vos moines et de vos chanoines qui ont une petite facette supplémentaire sur la rotule, ils ont passé leur vie à genoux à prier, il n'y a pas de souci, on peut en conclure qu'il y a une adéquation entre le contexte funéraire et le lieu. En revanche, vous trouvez ces facettes d'accroupissement sur des populations néolithiques, 4000 ans avant notre ère. On ne peut pas stipuler que c'est le christianisme ou la religion qui les a laissés à genoux toute leur vie. En revanche, les spécialistes du néolithique vont dire « Ah ben tiens, ce sont probablement, au vu de ce qu'on connaît en ethnographie par exemple, des gens qui ont été à genoux très souvent auprès du foyer. » Alors on peut regarder si c'est sur les deux genoux, que si c'est unilatéral, etc., si c'est spécifiquement féminin ou masculin. Et donc on peut en déduire des attributions d'activité ou même d'artisanat. Voilà, c'est des exemples les plus lisibles et les plus faciles à intégrer, mais ces caractères discrets ont vraiment du sens quand on veut étudier tout un squelette. Et bien évidemment, à l'heure actuelle, il y a toutes les promesses de la paléogénétique. On travaille beaucoup sur l'ADN fossile et on travaille beaucoup sur l'étude des isotopes, strontium, etc., pour voir les mouvements de population, voir l'origine de certains squelettes atypiques dans des contextes funéraires particuliers, pour se rendre compte au final que les gens n'étaient pas du tout statiques et figés dans leur terroir et qu'ils voyageaient beaucoup, et ce depuis très longtemps. Donc vous voyez, le squelette, c'est vraiment un mobilier archéologique très particulier, mais qui renseigne énormément sur l'individu qu'on est en train d'étudier, sachant aussi qu'il n'est pas arrivé par hasard sur notre paillasse dans notre laboratoire, il a été extrait d'une sépulture. La sépulture, c'est la structure archéologique qui est la plus miraculeuse qu'il soit, puisqu'elle a été conçue avec une unité de temps, de lieu et d'action, c'est-à-dire qu'on a ouvert une fosse, on a mis un défunt et du mobilier, et on l'a refermé très vite. Ce qui fait que le défunt et le mobilier d'accompagnement enterré dans la sépulture ont un lien chronologique extrêmement précis. C'est-à-dire que l'arme, le petit chien, la céramique, le dépôt de faune, etc., sont des marqueurs chronologiques forts et qui plus est, ils permettent d'avoir accès à la culture des gens, à la liturgie des gens, à l'intention spirituelle. C'est-à-dire que quand on connaît les grands référentiels, par exemple chrétiens, on va s'apercevoir qu'il y aura quand même tout un tas de gestes marginaux, de dépôts particuliers, d'objets qui sont le fait des proches de la famille. Et quand on n'a pas accès aux spiritualités parce qu'on ne les connaît pas, qu'il n'y a pas de texte, eh ben on les
recrée, on les réinterprète pour partie avec le mobilier qui a été déposé, et puis le défunt, ce qu'il nous dit, l'orientation de la tombe, la façon dont il est installé, sur le dos, en position latérale, sur le ventre, son orientation, etc., etc. Donc en fait, archéo-anthropologue, c'est on étudie l'os et on étudie un phénomène culturel qui nous permet d'avoir accès à un individu dans un contexte funéraire, donc à des communautés, à des sociétés. Alors, travailler sur le handicap, c'est une problématique qui s'intègre à un champ disciplinaire beaucoup plus vaste, qui est celui de la paléopathologie. La paléopathologie, c'est vraiment un corollaire de l'archéologie funéraire de tout temps. Alors, ça date de 1913 qu'on a commencé à s'intéresser aux os un petit peu différents. Et ce qui est paradoxal, c'est que les premiers articles de paléopathologie, ils concernaient des animaux préhistoriques. Les premiers médecins qui ont vu des fractures de fémur, de diaphyse, de renne ou de cerf, concernaient donc la préhistoire et les animaux. Et la paléopathologie, jusqu'à pas très longtemps, jusqu'à 20 ou 30 ans, c'était globalement la course aux plus vieux, qui allait avoir la plus vieille polio dans son sarcophage, ou qui allait avoir les traces les plus anciennes de la lèpre. Donc il y avait une espèce de concours à qui aurait et le plus spectaculaire et le plus vieux. Mais ce qui était intéressant dans la paléopathologie, c'est de travailler sur l'état sanitaire des gens, sur un individu, savoir s'il était en bonne santé, de la sphère bucco-dentaire à tout ce qu'il peut livrer à travers son squelette, et de travailler sur des populations entières. Quand on arrive à avoir soit un cimetière ou une nécropole complète, soit un échantillon suffisamment représentatif, on peut avoir accès à l'état sanitaire des personnes que l'on étudie, à leur façon de se soigner, de s'alimenter, voire d'être pris en charge. Et donc, travailler sur le handicap, ça s'intègre à cette paléopathologie, sachant que l'idée, alors elle était très saugrenue au début, je ne vous cache pas, quand j'ai parlé à ma direction scientifique que j'étais intéressée d'étudier le handicap, c'était plutôt incongru comme démarche, mais en fait ça a été bien reçu parce qu'on a une masse de données qui est colossale, mais toujours est-il qu'il fallait construire cette nouvelle discipline en l'intégrant à la paléopathologie avec ses spécificités, le handicap, les familles de handicap. On est bien d'accord que l'Organisation mondiale de la santé propose des grandes familles de handicap, moteur, psychique, mental, cognitif, etc. Nous, forcément, on est dans un champ d'études qui est beaucoup plus restreint, qui est celui essentiellement du handicap moteur, car lisible sur l'os. Donc on a défini une quinzaine de pathologies invalidantes, bossu, nanisme, amputation, agénésie, toutes les pathologies qui concernent le rachis vertébral, etc. Et on peut donc travailler sur ce qu'on a appelé ces corps différents. Au néolithique, le mot handicap ne veut rien dire. Au Moyen-Âge, le mot handicap ne veut rien dire. D'ailleurs, le mot handicap, il est extrêmement récent. Il date de l'époque moderne, c'est un anglicisme. Et en fait, c'est paradoxal parce que ça veut dire hand in cap, la main dans le chapeau. Et ça vient du milieu hippique où, pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas toujours les meilleurs qui gagnent, on les pénalisait. On alourdissait, par exemple, sur un cheval, on lui mettait des poids pour essayer de rétablir une sorte d'équilibre, ce qui fait qu'en fait le handicap, c'est quelque chose qui pénalise les meilleurs. Donc vous voyez, c'est très paradoxal parce que ce n'est pas du tout ça maintenant. Maintenant, c'est considéré comme une infériorité et comme une très grande vulnérabilité. Alors, s'attaquer au handicap quand on fait de l'archéologie funéraire, c'était bien évidemment traquer la différence, essayer de trouver la différence. Alors, en nuançant ce postulat qui veut que le monde des morts soit stricto sensu le reflet du monde des vivants. C'est un postulat qu'il faut prendre avec précaution, mais qui n'est pas que faux. Il faut savoir être subtil et prendre de la distance, mais globalement, la façon dont un individu aura été considéré de son vivant par son groupe d'appartenance est assez lisible dans la façon dont il a été enterré, intégré, mis en scène, accompagné de mobilier, etc. Et donc, la première démarche, c'était le statut social, puisque
quand on parle de handicap, on a souvent tendance à parler d'exclusion, de mise à l'écart, de sacrifice, etc. etc. Moi, les premières confrontations que j'ai eues avec des collègues quand on parlait handicap, nous-mêmes dans nos parcours scientifiques, moi j'avais dû fouiller un bossu, un nain, 2-3 rachis vertébraux un peu soudés, mais j'avais aucune idée de la place de ces personnes-là dans leur communauté d'appartenance, et on brasse des siècles, voire des millénaires. Donc, premier postulat, peut-on reconnaître le statut social d'un individu, pour le coup handicapé, au sein d'une nécropole? Alors, quand on travaille sur le statut social, on a accès à ce qu'on appelle la différence par le haut. Alors, top niveau, Toutankhamon, Toutankhamon, vous voyez la mise en scène foisonnante et pléthorique. Le défunt, on sait que c'est quelqu'un d'extrêmement important. Nous, dans les tombes qu'on fouille, que ce soit dans l'architecture extérieure, un tumulus, un cairn, un caveau, mise en scène extérieure destinée à dire aux vivants « ici est enterré quelqu'un d'important », ou dans ce qu'il va emporter, qui est souterrain, qui n'est pas lisible par les vivants, mais qui va être important pour l'au-delà, quel qu'il soit. Donc, je vous ai montré quelques tumulus classiques que l'on peut trouver à l'âge du bronze. Le vase très célèbre de la Dame de Vix, le gros chaudron qu'elle a emporté, qui n'était évidemment pas visible par les vivants, mais qu'elle a emmené dans son viatique pour continuer à être princesse dans son au-delà alsatien. Et puis, la déclinaison habituelle que l'on peut avoir d'armes, de bijoux, etc., qui sont censés marquer le statut social du défunt dans sa tombe. Rares sont les périodes où on est dépouillé totalement devant l'éternité. Période carolingienne, on est pourtant dans des contextes chrétiens, après l'époque mérovingienne où on part avec les bijoux, les accessoires vestimentaires, la vaisselle, etc., et les armes. L'époque carolingienne, tout le monde est nu devant l'éternité, au prétexte que les grandes abbayes carolingiennes ont dit que c'était quand même une déperdition monétaire importante que d'avoir tous ces trésors, entre guillemets, or, argent, grenat, etc., dans des tombes. Il serait tellement mieux dans les trésors des abbayes carolingiennes. Donc on a inventé un petit peu, réinventé, réactualisé les textes chrétiens, la liturgie, pour expliquer qu'il fallait mieux être dépouillé devant l'éternité. Donc, très rares sont les périodes où on a le squelette tout seul dans sa tombe, sans mobilier d'accompagnement, qui nous permettent de mieux comprendre qui il est et comment il a été enterré. Et bien évidemment, le parallèle à l'autre bout du champ d'études, c'est la différence par le bas, l'accès que l'on peut avoir aux parias, aux renégats, aux esclaves, à tous ceux que leurs conditions de vivants inférieurs a contraint à un ensevelissement de second rang. Deux exemples assez probants. À gauche, vous avez des squelettes que l'on retrouve dans cette position-là. Il date du IIIe siècle à peu près avant notre ère, à Assy-Romance, qui est un village celtique de l'est de la France, où on a à la fois le village, alors je ne vais pas dire le sanctuaire, mais une esplanade rituelle, et la nécropole. Et hors nécropole, dans l'esplanade rituelle, on a trouvé ces squelettes-là, dont le corps a été transformé en objet. Ils deviennent des offrandes et on les dépose dans des fosses particulières. Alors, on leur dénie, entre guillemets, leur humanité, et au même titre qu'une obole, une monnaie, ils servent d'offrande pour discuter avec les dieux. Donc, c'est vraiment un ensevelissement secondaire. Et à droite, vous avez ces fameux bog bodies que l'on retrouve dans plein de tourbières, dans les pays d'Europe du Nord, de l'Écosse jusqu'à toute la Scandinavie. Ce sont d'anciens marécages dans lesquels, notamment les populations celtiques, allaient sacrifier des personnes de leur communauté, probablement pour s'attirer les bienfaits de certaines divinités, etc. Et là, l'acide tannique des tourbières conserve ce qui n'est plus accessible pour nous en archéologie, c'est-à-dire tous les matériaux périssables, dont la peau, les textiles et la corde. Et vous voyez ici que ce sujet-là a été garrotté avant d'être déposé dans ce marécage. Alors évidemment, je n'aurai que son squelette, je ne saurais pas quelles ont été les causes de sa mort. Là, c'est parce qu'on a
la corde qu'il a garottée, que l'on peut considérer que c'est quelqu'un qui a été mis à mort volontairement par les membres de sa communauté. Donc, même si je vous montre des cas extrêmes, il est assez aisé de pouvoir restituer le statut social au sein de son groupe d'un individu que l'on fouille. Alors, le corps différent est le sujet en situation de handicap. Alors, l'idée, c'était de pouvoir travailler sur des notions d'inclusion ou d'exclusion, intégré au groupe, exclu du groupe, mis à la marge, et est-ce que ces notions-là sont lisibles au sein des nécropoles? Donc, l'idée, c'était de comprendre, essayer de décrypter les comportements humains à travers l'étude des nécropoles. Alors, tout d'abord, avant de vous lancer vraiment dans l'archéologie, et pour vous montrer que ce thème du handicap, il n'est pas marginal, c'est pas simplement une lubie de chercheurs, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les communautés. Et je vais vous montrer la grande présence des sujets handicapés. On va faire un grand tour du monde, on va voir des individus, des squelettes, et on va avoir plein de supports iconographiques pour vous montrer que c'est une thématique qui a une raison d'être et qu'il est nécessaire d'étudier à sa juste valeur. Si on commence en Égypte, on a beaucoup de représentations de nains. Le plus célèbre, c'est celui-ci, c'est le nain Sénèbe, qui est époux d'une prêtresse d'Hathor, et qui est figuré sur sa stèle funéraire avec femme et enfants. En Égypte, les nains sont extrêmement valorisés. Quand un enfant naît dans une famille, on lui destine d'emblée une carrière très particulière, souvent la musique, et souvent il sera au plus près de pharaons ou des familles les plus riches de la société égyptienne, avec en charge des fonctions extrêmement importantes. Être nain en Égypte est extrêmement valorisé et valorisant, à tel point qu'on les représente beaucoup, soit sur les stèles, soit sur les fresques dans les tombeaux. On file en Amérique du Sud, une civilisation très particulière au Pérou, les Mochicas. Les Mochicas vivent entre le 1er siècle et, grosso modo, ce qui correspondrait à notre période carolingienne, sur les côtes littorales du Pérou. Alors, ce sont des pêcheurs, des agriculteurs, ils ne maîtrisent pas du tout l'écriture, mais alors ce sont des céramistes fabuleux. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris voir le musée du Quai Branly, vous allez voir des céramiques Mochica à foison. La moindre tombe Mochica comporte 30 à 40 céramiques, donc c'est une grande chance pour les collègues qui fouillent là-bas. Et ils ont une particularité, c'est ils représentent beaucoup de personnages humains. Leurs céramiques sont anthropomorphes et il y a une surreprésentation de personnages handicapés, bossus, aveugles, borgnes, amputés comme celui-ci. Parce que dans la civilisation Mochica, et c'est ce en quoi travailler sur le handicap, ça nécessite de casser nos schémas et nos grilles de lecture. Quand un enfant handicapé naît dans la civilisation Mochica, on l'accueille et c'est bienvenu et la famille se réjouit. Parce qu'un enfant handicapé, un enfant différent, quelle que soit sa différence, mentale ou physique, c'est forcément quelqu'un qui aura un lien particulier avec les ancêtres. Et on le destine souvent à être chaman. Donc accueillir un enfant handicapé, c'est l'assurance pour une famille d'être considérée dans le village parce qu'elle a un lien particulier, elle fera le lien entre le monde des morts et le monde des vivants. À tel point que mes collègues archéoanthropologues qui travaillent au Pérou, qui fouillent des tombes Mochica, retrouvent parfois des sépultures de sujets qu'on a volontairement mutilés. Pour dire, voilà, nous aussi on a un enfant ou un adulte dans notre famille qui est handicapé, on est une famille bénie par notre panthéon. Donc là vous avez une céramique, donc vous voyez un petit sujet qui est amputé et qui tient dans sa main droite une espèce de petite prothèse en céramique qui est très atypique, elle est engainante, elle vient enfermer et protéger le moignon de la cuisse. Et tout l'art Mochica est truffé de personnages qui sont totalement difformes, et ce sont des bouteilles à boire, c'est du vaisselier, etc., etc. Il n'y a aucune réticence, bien au contraire, à représenter des personnages handicapés. On passe au Louvre, et vous avez un vase du IVe siècle, un vase grec, d'une banalité confondante puisqu'il représente une scène de bacchanal.
avec Dionysos, des Ménades, etc. Et on a Dionysos qui est représenté avec une jambe atrophiée, probablement les stigmates de la poliomyélite, qui est entouré autour d'un bâton qui lui sert, grosso modo, entre béquille et prothèse. Et ce sujet participe à l'égal des autres de la bacchanale qui a été représentée par le peintre grec. Deux autres exemples. Alors voilà, je vous montre des supports différents pour vous montrer que l'archéoanthropologie s'épaule et s'accompagne de toutes les autres disciplines, histoire de l'art, tous les supports iconographiques que l'on peut trouver. Et là, j'ai trouvé une Bible à gauche. Vous voyez un petit personnage, c'est une Bible qui est conservée à Angers, et vous avez ce qu'on appelle une lettrine, un petit personnage qui est amputé d'un membre inférieur, qui est appareillé avec un pilon de bois, et il a une posture totalement acrobatique. Vous voyez, il est en forme de R, parce que c'est la première lettre de Rogamus, qui veut dire « nous prions », « nous t'en prions ». Et en fait, il faut imaginer le moine copiste qui, dans son abbaye, cherchait des sujets d'inspiration, comme de façon assez classique. Il dessine des animaux, il dessine un bestiaire fantastique, puis tout un tas de personnages. Et vraisemblablement, l'un de ses compagnons, dans le scriptorium, devait être amputé, appareillé, et il n'a pas hésité à le représenter à l'identique. Tout comme vous avez à droite, et là on est sur une mosaïque, un autre support, on est dans les Pyrénées, dans une cathédrale qui est à l'Escar, et derrière l'autel de la cathédrale, il y a une mosaïque qui représente une scène de chasse. Alors j'ai fait un gros plan sur ce petit archer parce que forcément il m'intéressait, mais de part et d'autre, il y a des animaux qui sont censés représenter des loups, des lions, tels qu'on a pu les imaginer au XIIe siècle. Donc les spécialistes qui travaillent sur le bestiaire fantastique se régalent avec cette mosaïque. Mais pour le coup, le zoom sur ce petit personnage, il est intéressant parce qu'il n'est pas là pour représenter un quota de personnes handicapées tel qu'on aurait dû le faire au XIIe siècle ou tel qu'on doit le faire, nous, dans les médias, dans la presse écrite, au cinéma, etc. C'est simplement un petit compagnon du mosaïste qui était amputé, qui participe de la chasse à l'égal des autres. Vous voyez qu'il est en train de bander son arc. Et qui plus est, double peine. Vous voyez qu'il a un visage sombre, c'est un mort. On est dans les Pyrénées, on a encore des traces des invasions arabes. Et donc, dans les Pyrénées au XIIe siècle, on représente, dans un contexte religieux de cathédrale, un mort handicapé dans une scène de chasse païenne. Et je vous ai présenté quand même, puisque j'ai trouvé un exemple belge, et cette fois-ci, c'est sur un sarcophage. Vous voyez, on multiplie les supports de représentation. C'est une très jolie histoire parce qu'on a trouvé ce sarcophage qui vient de Année, je crois, voilà, en Belgique, sur le couvercle duquel est représentée donc, une femme avec, vous voyez, une espèce de bâton. Alors, jusqu'à pas très longtemps, les historiens de l'art disaient que Crodohara, grande abbesse s'il en était représenté avec un tau. Le tau, c'est un signe religieux, ce serait l'équivalence d'une crosse d'abbesse, puisque c'était une femme de pouvoir. On connaît sa vie parce qu'on a des vitas de saints, on a la vita de sainte Crodohara, maîtresse femme s'il en était, et qui boitait et qui arpentait l'abbaye en boitant bas et en tapant de son bâton. On a le texte qui raconte cela. La fouille du sarcophage a été faite dans les années 60. On a retrouvé ces ossements, avec notamment un fémur extrêmement dégradé, extrêmement abîmé, qui laisse supposer que le récit de la vie est en adéquation avec une pathologie et qu'effectivement elle boitait, et un grand bâton de noisetier cassé, qui devait être vraisemblablement sa béquille. Et donc, on revisite l'histoire, et il est vraisemblable que sur le sarcophage, on l'a représenté de pied avec une béquille ancillaire. Vous savez, les béquilles qu'on met sous l'aisselle, pas les béquilles que l'on tient sur l'avant-bras. Et ce n'est pas du tout un tau ou sa crosse d'abbesse. C'est vraisemblablement, elle est représentée telle qu'elle était vue par ses contemporains, par les femmes de l'abbaye et par la personne qui a gravé son couvercle de sarcophage. Donc vous voyez, le squelette, le sarcophage, le bâton noisetier, l'identification d'une pathologie, et on peut revisiter, avec le texte de la Vita, l'histoire de Crodohara. Et pour terminer,
le grand classique des classiques, mais qui a du sens quand on est archéo-anthropologue et pas simplement pour les historiens de l'art. Parce que quand on regarde les mendiants de Bruegel, on a des corps différents, très lourdement handicapés et pour le coup amputés, amputation lisible dès la fouille d'une sépulture. On a la lecture de tout un tas d'appareillages compensatoires, comme je vais vous en montrer tout à l'heure, des prothèses, des orthèses, ce que moi j'appelle les bidouillages, parce qu'il faut bien imaginer qu'il n'y avait pas des catalogues de prothésistes qui circulaient à toutes ces époques et où on choisissait la prothèse X22, etc., adoptée à telle pathologie. Là, il faut imaginer qu'on a des artisans qui se mettent au service d'une pathologie et qui bricolent quelque chose pour l'adapter au mieux du confort de la personne qui est en demande. Donc, corps différent, appareillage compensatoire, archéologie et statut social du défunt. Là, on a des mendiants. Le personnage, la personne handicapée, très souvent illustre la mendicité et la mendicité urbaine. Parce que, et on le verra plus tard, les personnes handicapées, vulnérables, les infirmes, quel que soit le nom qu'on leur donne, parfois dans l'histoire deviennent des bouches inutiles et on les jette sur les routes pour qu'ils aillent dans les villes mendier parce que la nourriture n'est plus assez suffisante et on considère que ceux qui ne savent pas se nourrir deviennent des bouches inutiles. Donc, en fait, Bruegel a rassemblé les trois composantes de mon métier quand on s'attache à travailler sur le handicap. Donc, grand merci à Bruegel d'avoir tout anticipé au XVIe siècle. Alors, quand on dit handicap, j'imagine que vous, comme moi, quand j'ai commencé à travailler sur le handicap, je me suis dit, quels sont les comportements que l'on a ou que l'on pouvait avoir face au handicap? Donc il y a des grands comportements. Le premier, pour peu qu'on ait quelques lectures philosophiques, Platon, Aristote, qu'on connaisse un peu la Grèce, Sparte, on se dit, l'eugénisme, on élimine. À Sparte et à Athènes, on a tous lu les textes qui disaient que, quand un enfant naissait, qu'il était difforme, qu'il était boiteux, on l'amenait devant le conseil des anciens qui disait non, on a un idéal de beauté et d'esthétique, il ne vivra pas. Et Platon nous dit qu'on le précipitait dans le gouffre des apothèques, qui est un gouffre qui se trouve au pied du Péloponnèse. Et donc on a dans cette idée que l'eugénisme, donc le fait qu'on élimine ceux qui ont des corps différents, prend ses racines dès Athènes et dès l'époque spartiate. Sauf que les collègues archéologues et anthropologues grecs qui fouillent des nécropoles et des contextes funéraires ont leur lot de personnes adultes, enfants, adolescents, handicapés. Il n'y a aucune sélection, on n'a pas que des nécropoles avec des grands, beaux, jeunes gens en pleine forme. Et qui plus est, cerise sur le gâteau, le gouffre des apothèques a été fouillé et il n'y a pas la moindre ombre d'un ossement de fœtus, de bébé difforme ou quoi que ce soit qui a été trouvé. Donc en fait, on a un texte d'intention qui a créé tout ce mythe de l'eugénisme spartiate et athénien qui va être repris et repris et repris jusqu'à Darwin. Darwin est un être exceptionnel, mais il a aussi quelques mauvais côtés comme tout le monde peut en avoir. Et la survie des espèces, pour lui, devait se faire aussi au détriment des plus faibles du groupe. Alors quand ça concerne les pinsons des Galapagos, on ne s'alarme pas, mais quand ça concerne les humains, on commence à se dire que Darwin, parfois, a eu des propos un peu excessifs. Toujours est-il que ce n'est pas pour blâmer ou stigmatiser Darwin, il faut toujours recontextualiser les choses. Sauf que les nazis, quelque temps après, vont reprendre pour partie les travaux de Darwin et développer le fameux programme Action T4, que peut-être vous connaissez, qui là, pour le coup, est le seul mouvement que l'on connaisse où massivement on a décidé de l'élimination des personnes handicapées mentales, pour le coup. Dans l'histoire, on n'a pas de ces grands phénomènes aussi massifs d'élimination systématique de la différence. Le programme Action T4 a quand même éliminé, pendant la Seconde Guerre mondiale, 80 000 handicapés mentaux en Allemagne. Et en France, il n'y a pas eu de décret, il n'y a pas eu de loi, mais le régime de Vichy a laissé mourir de faim dans les hôpitaux psychiatriques les malades mentaux. Camille Claudel est morte en 1943
de faim dans un hôpital psychiatrique. On a appelé ça l'hécatombe des fous. Alors la France, à l'inverse de l'Allemagne, n'est pas encore prête à cet effort de mémoire et de résilience. Travailler dans les archives des hôpitaux psychiatriques est extrêmement compliqué. Et pour rendre hommage à ces 45 000 personnes qui sont décédées, il a fallu se battre pour pouvoir mettre une petite plaque commémorative au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme il y a quelques années. Elle est toute petite dans un petit coin pour ne pas gêner, parce que tout comme le Veldiv gêne encore un petit peu l'histoire de France, on n'est pas prêt encore à admettre qu'on a laissé mourir de faim 45 000 personnes. Alors, éliminer, à relativiser tout au long de l'histoire. Donc, il y a la définition de l'eugénisme. Deuxième comportement, on se moque, on raille, on expose toute l'histoire, et elle prend pied dans les textes de Vitruve, de Suétone et des 12 Césars. Suétone raconte qu'Auguste collectionnait les squelettes de nains, les fœtus déformés qu'il mettait dans du miel et qu'il exposait et qu'il montrait volontiers à ses visiteurs. Je vous passe les cabinets de curiosité, je vous passe les bouffons, les nains de cour, les tableaux de tous les peintres espagnols. Certains sont très connus. Triboulet était le fou de François Ier. Alors ces fous ont toute autorité. Ils peuvent parler au roi sans protocole, en le tutoyant, le bousculant, etc. Ce sont des petits êtres atypiques. Un duc avait un nain qu'il appelait Bébé, dont on a gardé le squelette, qui est toujours conservé au musée de l'Homme. Et puis on peut remonter le temps de façon encore assez récente. Peut-être vous connaissez Frix, Elephant Man, ou la Vénus noire. La Vénus noire, c'est une femme d'Afrique du Sud, Hottentote, donc avec un fessier extrêmement proéminent, qui a été chassée, comme on l'aurait fait avec des grands animaux au siècle des Lumières, qu'on a ramené en France, que tous les grands savants des Lumières, Cuvier, etc., ont étudié à l'égal d'un animal, l'ont exposé dans des amphithéâtres de médecine, nus, en examinant son appareil génital, etc. On est au XVIIIe siècle, le siècle lumineux des Lumières. Et quand elle est décédée, elle a été empaillée. Alors on se dit, c'est au XVIIIe siècle, sauf qu'elle a été empaillée et exposée au musée de l'Homme jusqu'en 1974, entre une guenon et une chimpanzé. Et en 1974, on s'est dit que quand même, ça ne se faisait pas. Donc on l'a mise dans les réserves et on l'a rendue à l'Afrique du Sud en 1981, où elle a eu des obsèques nationales. Donc vous imaginez, ce ne sont pas des comportements qu'on peut rejeter dans le passé en se disant nous jamais. Nous, parfois quand même. Nous, parfois quand même. Et l'exemple de la Vénus hottentote, il a juste quelques décennies. Donc, quand on ne sait pas, quand quelque chose est différent, on a tendance à se moquer. On le verra tout au long de l'histoire. Et heureusement, on a aussi soulager et prendre en charge. Soulager et prendre en charge, c'est souvent sous-tendu par la et les religions. On prend soin de son prochain, quelle que soit la religion. Dans la religion chrétienne, très tôt, on a organisé les matriculae. Avoir un matricule, ça vient de là, c'est-à-dire qu'on vous donnait un numéro, et si vous n'étiez pas en capacité de vous nourrir tout seul ou de travailler, vous pouviez aller à l'abbaye et on vous prenait en charge, on vous donnait un pain. Avoir un matricule, ça vient de là. Les hôtels-dieux, les invalides, etc. Pour le monde chrétien occidental, on connaît bien. Mais par exemple, je vais vous parler de l'islam, et avec des handicaps qui ne sont pas accessibles par l'archéologie, par l'archéoanthropologie, mais qui le sont par l'archéologie tout court, parce qu'on fouille dans les pays islamiques des lieux qui s'appellent des bimaristans, qui sont des hôpitaux psychiatriques. Le premier hôpital psychiatrique au monde, il est né à Bagdad au 7e siècle. Donc je n'ose imaginer... Alors, il est resté en élévation très longtemps. Je n'imagine pas qu'il soit encore en élévation avec toutes les guerres qu'il y a à l'heure actuelle à Bagdad. Mais l'étude de la folie, de la psychiatrie, est née à Bagdad et a diffusé dans tout le monde arabe, jusqu'en Andalousie, avec les grands savants qui étaient Avicenne, Averroès. Et non seulement ils ont regroupé les malades pour essayer de comprendre les pathologies, mais ils ont essayé de les soigner. Les plus beaux textes que l'on connaisse sur la dépression nerveuse, sur la folie,
sur la paranoïa, sur ce qu'on pourrait même appeler déjà la bipolarité, sont dans les savants musulmans. Et ces savants musulmans ont inventé la musicothérapie, l'ergothérapie, toutes ces disciplines que l'on met à l'heure actuelle au service de ceux qui sont déficients. Et ça n'est toujours pas inintéressant de le souligner, dans les Bimaristans, on accueille ensemble les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les militaires, les autres religions. On ne fait pas de distinction, on accueille tous ceux dont le point commun est d'être déficients mentaux. Ce n'est pas inintéressant de le souligner au XXIe siècle. Donc, prendre en charge et soulager, c'est quelque chose que, historiquement et à travers les archives, à travers la littérature, à travers les grands textes sacrés, on peut retrouver. J'ai un de mes collègues qui travaille sur la Mésopotamie, et dans les aventures de Gilgamesh, il y a un fou, il y a un handicapé mental qui a un petit peu le rôle, alors il relit, il retraduit, et il y a un fou qui est un petit peu le bouffon de Gilgamesh, qui a le droit de lui dire tout ce qu'il veut, et en fait, travailler sur le handicap lui permet de réinterpréter les tablettes mésopotamiennes dans lesquelles il y a toutes les aventures de Gilgamesh. Alors voilà, c'était les trois optiques que l'on pouvait avoir quand on commence à travailler sur le handicap, en se disant on élimine, on prend en charge et on se moque. Alors, venons-en à l'archéologie funéraire. Comment est-ce qu'on peut, en archéologie funéraire, identifier quelqu'un qui est atypique et qui aurait été traité à la marge? Façon classique, méthodologie, vous prenez un cimetière et puis vous regardez les sépultures qui ne sont pas vraiment dans le cimetière. Toujours, on peut travailler sur la marge. On a des exemples de ceux qui sont à côté du cimetière ou totalement exclus. Donc, première démarche, parce qu'on avançait vraiment, c'était un peu rendez-vous en terre inconnue, est-ce que les critères de relégation peuvent être fondés sur la seule différence physique? Est-ce que tous ceux qui sont abîmés physiquement et dont je peux lire la pathologie sont ceux qu'on trouve à la marge? Le questionnement, il était légitime, puisque première approche, c'est une approche topographique. Alors, la marge, on peut la lire. En archéologie funéraire, elle est totalement lisible. Deux exemples. À gauche, vous avez des Gaulois qui sont exclus un petit peu comme tout à l'heure à Assy-Romans, qui sont exclus du cimetière collectif, qui regroupe tout le monde, tous les âges, etc., et qu'on va retrouver systématiquement enterrés dans des silos, parce que un rituel de décomposition des corps pour aller nourrir les forces souterraines, etc., c'est une pratique de marge qui est à vocation cultuelle, qu'on arrive à identifier, et donc là, pour le coup, aucune lecture de pathologie physique sur ces corps. Et à droite, vous avez l'exemple de ces fameux sanctuaires à répit, où on a une mise à l'écart fondée sur l'âge. Pourquoi ces tout petits bébés sont mis à l'écart? Parce qu'ils sont décédés sans avoir été baptisés. Auquel cas, les enfers illico presto. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est qu'au XIIe siècle qu'on va créer les limbes. Parce qu'on se dit quand même, pas eu le temps de pécher par eux-mêmes, certes, péché originel, mais c'est beaucoup quand même de propulser tout le monde en enfer, alors qu'ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose de leur petite vie. Et donc, d'une façon qui fait vraiment écho quand on voit à l'heure actuelle, quand on parle de deuil périnatal, les parents qui perdent des enfants en bas âge, tout au long du Moyen-Âge, il y a une pratique qui a été tolérée. Elle n'est pas mentionnée dans les grands manuels de liturgie. Le répit. Alors, quand un bébé mourait, fausse couche tardive, voire avortement, voire quelques semaines après sa naissance, mais n'avait été ni ondoyé ni baptisé, il n'y avait pas toujours des curés à terme, à demeure dans les villages, eh bien, les parents se rendaient dans des endroits qu'on appelle des chapelles à répit pour essayer d'avoir un répit pour le bébé et le baptiser in extremis. Alors, on connaît le rituel parce qu'on a des textes pour la fin du Moyen-Âge. Ça, ce sont des petits exemples carolingiens. On posait le bébé tout nu sur l'autel et on priait. 24 heures, 48 heures, et de façon systématique, le souffle de Dieu arrivait et ressuscitait le bébé. C'était systématique, et donc auquel cas on pouvait le baptiser et l'enterrer. Alors ça, on l'a cru très très longtemps, sauf que quand on est
archéo-anthropologue, le souffle de Dieu, si on veut, mais il y a des conditions médico-légales qui sont plus lisibles, c'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, les contentions articulaires d'un nouveau-né, notamment au niveau omoplate humérus, commencent à lâcher, la décomposition, et donc elles vont se mettre à plat, et on a l'impression qu'un souffle va sortir de la poitrine. Alors, souffle de Dieu ou médico-légal, vous faites comme vous voulez. Toujours est-il que le petit pouvait être baptisé et enterré, non plus dans sa paroisse d'origine, mais dans le cimetière où il avait été temporairement ressuscité. L'idéal étant de le mettre au droit fil du mur de l'église, avec les gouttières qui tombent en permanence, une espèce de baptême éternel, ce qui fait qu'alors là, il avait double valorisation. Et donc, là, pour le coup, hors du cimetière, avec ses parents, frères et sœurs, mais dans un endroit à la marge, mais pour le coup, lié à son statut. Donc, on repart un peu sur ce qu'on a dit précédemment. Donc, la marge, la relégation, qu'elle soit injurieuse ou simplement une mise à côté, on l'identifie en archéologie funéraire. Or, tous les travaux que l'on a faits, les remontées de données, d'études anthropologiques, nous prouvent que, en aucun cas, un corps différent n'a été mis à la marge de ce qui est la norme au seul prétexte de sa différence. Donc déjà, c'était un acquis qui n'était pas inintéressant. En revanche, inclus ou exclus, puisque tels sont les questionnements qu'on se pose, ben, on va jouer aux archéo-anthropologues et vous allez voir les limites du raisonnement et la façon dont on peut aller jusqu'au bout d'une interprétation et ce pourquoi on est dans le cadre d'une science humaine. On est à la fin du Moyen-Âge, dans le Loiret, un petit groupe de sépultures classiques le long d'un chemin, bon, pas d'édifice religieux, peu importe, du classique. Et dans ce petit groupe de sépultures, vous avez l'un des corps qui présente des épingles de linceul en alliage cuivreux. Alors vous savez que quand on fouille, ce n'est pas Mikado où on enlève au fur et à mesure, on laisse tout en place, y compris les tout petits témoins que sont ces épingles de linceul, parce qu'avec la cartographie des épingles sur un corps, on peut restituer la façon dont ont été mis des vêtements, parce que ça peut maintenir des vêtements, ou installer un suaire, un linceul, et la façon dont il aura été épinglé ou non. Donc on laisse la cartographie des épingles, et on s'aperçoit que ce sujet, vous voyez, l'humérus qui est en bas, il est déformé, il est grossier. Ce sujet-là est atteint de la maladie de Paget. Alors c'est une maladie qui est gravissime, qui se déclenche souvent chez les hommes, à la quarantaine. C'est quelque chose qui est génétique, qu'on porte en soi et qui se déclenche au fil de la vie, qui est lourdement handicapant parce que vous voyez la modification de la texture osseuse avec les articulations qui vont s'ankyloser, avec le visage qui va devenir léonin. On appelle ça avoir un visage de lion, une surdité. C'est vraiment quelque chose qui, au XXIe siècle, nécessite une prise en charge par sa famille assez importante. C'est des personnes adultes, matures et âgées qui vont nécessiter une assistance constante et quotidienne. Donc, diagnostic de la maladie de Paget, et paradoxalement, il est le seul à bénéficier de ces épingles de linceul, ce qui, à cette époque-là, ne se fait pas. On n'enterre pas avec des épingles en alliage cuivreux. Donc, on récapitule, un lieu d'inhumation standard, un individu atypique, lourdement handicapé, qui bénéficie d'un enterrement, entre guillemets, pour le moment, privilégié, car onéreux. Ça veut dire qu'on a investi dans des épingles de linceul, qu'on l'a enveloppé, etc., etc., alors que les autres n'ont aucune épingle de linceul. Et c'est là, une fois qu'on a toutes ces données scientifiques, que la démarche interprétative intervient et que chaque chercheur va faire ses propositions. Qu'a-t-on voulu faire? Était-il à ce point défiguré, laid, abîmé, qu'on l'a caché à jamais dans l'éternité? Ou était-il à ce point apprécié, valorisé, choyé par sa communauté, qu'il a été valorisé dans la mort, comme on peut le voir par ailleurs pour d'autres sépultures? Et c'est là où on ne peut pas savoir quel a été le rôle et le comportement des proches qui l'ont enterré. Et cette petite plus interprétative
elle est laissée à l'appréciation de chaque chercheur qui se doit de faire les propositions recevables, mais dont après les inclinaisons vont s'orienter vers l'une ou l'autre des propositions. Et donc là, on peut pas, il n'y a pas de texte qui nous dit, alors au XIIIe siècle, quand on a la maladie de Paget et qu'on est... Alors pour le coup, on peut être très laid, visuellement très embarrassant. On sait par ailleurs au Moyen-Âge que pour certaines disgrâces physiques, on pouvait recourir d'un linge. Tout ça est étayé par les connaissances que l'on a. Mais en aucun cas, on peut être péremptoire et dire c'est comme ça et point final. Donc voilà, parfois il y a des limites à l'interprétation, et c'est tout le charme du métier d'ailleurs, de pouvoir bénéficier d'un panel de propositions et puis de choisir l'une ou l'autre en fonction de ce que l'on pense soi-même. Travailler sur le handicap, ce n'est pas forcément attendre un diagnostic clinique en laboratoire fait par un paléopathologue ou par un médecin avec lequel on travaille. Très souvent, le handicap, il est lisible tout de suite sur le terrain. Quand on fouille un squelette carolingien et que les prescriptions liturgiques de l'époque disent qu'on doit être enterré est-ouest, regarder l'Orient pour attendre le jugement dernier, les membres supérieurs en extension ou légèrement fléchis et les membres supérieurs pareils. Quand on a tout de suite une flexion lisible comme celle-ci, on est en droit de penser, qui plus est avec un œil avisé en observant la gracilité du membre inférieur, qu'on a la lecture d'une pathologie qui, pour le coup, va être une poliomyélite. Donc là, la lecture de corps différents, sans mettre un diagnostic rétrospectif pour le coup, elle est immédiate et tout de suite, on peut envoyer le squelette chez un paléopathologue qui va nous faire, lui, pour le coup, le diagnostic du spécialiste. Autre cas, l'époque mérovingienne, alors on est en Île-de-France, un petit contexte symétérial classique avec des tombes, adultes, enfants. On imagine une famille qui s'est fait enterrer autour d'un affleurement de meulière. Attraction classique, les grosses pierres, les mérovingiens adorent les grosses pierres. Et on a un sujet, vous voyez qu'il n'obéit en rien aux prescriptions liturgiques habituelles, puisqu'il a les membres inférieurs hyper fléchis et ramenés droit sur son buste. Hyper fléchi. Vraiment quelque chose de complètement atypique, qui dénote à la fouille. Qui plus est, sa sépulture, c'est celle-là. Elle est anthropomorphe, elle mesure 1,80 m, il n'est pas dans une petite fosse. Pour l'extérieur et pour les vivants, sa sépulture est à l'égal des autres, elle obéit aux prescriptions et aux préconisations religieuses. Et en revanche, alors le squelette était en très mauvais état, mais a pu être examiné. Il a une paralysie qui entraîne une rétractation des membres, une hyperflexion. C'est-à-dire que les membres ont tendance à se recroqueviller, et donc il a été enterré en position. Autour de lui, et quand bien même on était très pieux et très soucieux de respecter la façon dont il aurait dû enterrer, on ne l'a pas déplié. On a respecté le handicap dans la mort parce que ça primait le reste des préconisations rituelles. C'est la même chose pour les bossus. Alors ça peut sembler trivial de s'interroger sur comment on enterre un bossu. Sur le dos, ce n'est pas pratique. Enterrer sur le ventre, vous devez sans doute le savoir, c'est quelque chose qui est assez prohibé, hormis quelques ordres religieux qui se font enterrer face contre terre dans une espèce d'humilité permanente. Être enterré sur le ventre, c'est avoir la bouche qui repose sur le sol. Ça veut dire que l'âme, l'esprit, ce que vous voulez, s'envolera pas. Donc, prostituées, sorcières, enfin, toutes ces personnes auxquelles on ne souhaite pas un au-delà joyeux et éternel. Et ben là, on s'arrange comme on peut. C'est-à-dire que, et là, on a un petit Gaulois à gauche, un Carolingien à droite. Vous voyez la déformation des rachis vertébraux. Il est impensable de les enterrer sur le dos. Ben là, encore une fois, on va outrepasser la préconisation pour faire en sorte que le mort soit le moins inconfortable possible. Et donc, ce n'est pas des petites anecdotes. Ça veut simplement dire que le défunt et ce qu'il est prime la préconisation religieuse et qu'on s'adapte au fait avec. Alors, quand on n'a rien
sur le handicap et qu'on essaye de travailler, ce sont des petites pastilles chez les Gaulois, chez les Carolingiens, que l'on arrive à glaner et qui nous montrent un respect post-mortem du corps et de toute sa différence. Ce qui n'est pas inintéressant à noter, parce que si on l'a respecté dans la mort, il y a de fortes chances qu'on l'ait plus ou moins respecté tel qu'il était avec ses particularités dans la vie. Et qui plus est, le petit Gaulois à gauche est enterré avec fibule, etc. Il n'a pas été démuni au prétexte du fait qu'il était bossu. Il a eu un enterrement à l'égal des autres avec la particularité liée à sa différence. Jolie bosse. Et donc on arrive à s'interroger sur cette inclusion. Comment on peut la voir et comment on peut la lire. Alors, au Moyen-Âge, on préconise l'insépulture individuelle. Une fosse, un corps. Et comme toute règle, ça suppose un panel d'exceptions. Les exceptions conjugales et les exceptions qui concernent les fratries. Et Dominique Castex a dû vous parler des exceptions qui concernent les sépultures collectives et multiples de peste, d'épidémies, etc. Quand on a 30 morts à ramasser par jour sur les trottoirs, on ne fait pas forcément des fosses individuelles. Malgré l'obligation d'être enterré seul dans sa tombe, le Moyen-Âge est truffé, et je dis le Moyen-Âge, c'est du début jusqu'à la fin, de ce qu'on appelle des tombes conjugales. Et on les appelle à bon escient parce que c'est toujours un homme et une femme. Souvent, leurs bras sont joints, leurs coudes sont enlacés et les crânes, les visages, ont été tournés l'un vers l'autre. C'est un grand classique de l'archéologie funéraire médiévale, la tombe conjugale, et on peut très bien supposer des époux qui sont morts, une épidémie ou quoi que ce soit, à peu de distance, et on a maintenu un lien qui n'est pas biologique, mais un lien qui est social. Ce qu'il était dans la vie, on l'a maintenu dans la mort. Donc, en regardant ce que j'avais comme sépulture conjugale, eh bien, j'ai trouvé deux exemples où on a sépulture conjugale avec l'un des deux époux qui est lourdement handicapé, en l'occurrence des pathologies des membres inférieurs, qui devaient avoir des incidences locomotrices. Donc là, l'inclusion conjugale, le fait que l'un des deux soit handicapé n'a pas exclu dans la mort le regroupement à minima qui stipulait que deux époux qui décédaient pouvaient être enterrés ensemble. Autre exemple, au sein d'un village, à Marne-la-Vallée, vous savez, on a construit un grand parc avec une petite souris que vous connaissez bien, et on a fouillé sous ce parc la plus grande nécropole carolingienne il y a une trentaine d'années maintenant. Donc on a à peu près 1000 sépultures en 250 ans de temps, ce qui donne un échantillon représentatif absolument exceptionnel. Donc beaucoup de travaux ont été faits sur la nécropole de Céris, et on a trouvé bien évidemment un lot de personnes handicapées assez important. Alors, faut imaginer les plaines de Brie, Marne-la-Vallée, l'époque carolingienne, c'est pas souriant. Le village de Céris devait être quelque chose de très rural, de très rude et de très ingrat, mais toujours est-il qu'on a trouvé, vous voyez à gauche, la sépulture de cette vieille femme âgée qui a été amputée des deux membres inférieurs, amputée tibia, fibula des deux côtés. Alors vous imaginez ce que ça peut être une amputation 9e, 8e, 9e siècle, et il y a pire, dans les plaines de la Brie. On a le fémur aussi qui est très très abîmé. On sait parce que la calcification des os amputés nous dit qu'elle a survécu, et survécu longtemps. On a un petit cal qui s'est formé, je ne peux pas vous dire 10, 15, 20 ans, mais je peux dire longtemps. Et elle a été prise en charge. Imaginez une telle pathologie. Alors on n'a pas de traces d'appareillage, mais on a quelqu'un qui est amputé au moins des deux pieds, qui vit dans un village assez rude, qui a survécu à une opération. Donc là, vous imaginez, opération, anesthésie ou pas, cautérisation des moignons, enfin voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plein de gens avec des savoirs différents qui ont pris en charge sa convalescence et qui ont pris en charge le reste de sa vie amoindrie. On est à l'époque carolingienne. De la même manière, dans ce même cimetière, vous avez
un sujet atteint de nanisme achondroplase. Alors très bien, nous avons un nain dans la nécropole de Cérise. Sauf que, vous voyez, sous son menton, il y a une pierre. Alors si on fouille un petit peu brutalement, oh la pierre, on l'enlève. Sauf qu'il ne faut jamais enlever les pierres, parce que là, cette pierre, elle dit tout. Elle est toute moche, toute laide, mais elle dit tout. Il faut savoir que dans les cimetières, on a une peur terrible, c'est que le diable vienne chercher les morts. Et ça, c'est terrible. Et on le sait parce que dans les cimetières pousse la sardoine. La sardoine, c'est la plante du diable. Le rire sardonique, ça vient de là. Donc les familles sont extrêmement anxieuses au moment d'enterrer leurs défunts, à tel point que dans toutes ces pratiques autour du cadavre, on trouve le maintien de la tête, parce que quand les fossoyeurs réouvraient les tombes, comme on le fait maintenant dans les cimetières pour réduire, prendre de la place, etc., ils voyaient des squelettes avec le rire sardonique. Là encore, c'est l'articulation temporomandibulaire qui lâche, la mandibule qui tombe, et je vais vous montrer un beau rire sardonique après. Et ça, c'était terrifiant. Là aussi, les familles ne pouvaient pas supporter. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On entourait avec des textiles ou on mettait une petite pierre. Comme ça, on était sûr qu'il n'y aurait jamais ce rire sardonique qui signifiait le diable. Alors, cette petite pierre toute humble, elle dit qu'à ce nain, dont on ne s'est pas moqué, qui n'a pas été mis à l'écart, toute sa famille et tous ses proches ou les fossoyeurs, au moment de son enterrement, ont fait en sorte que par cette petite pierre, que le diable ne vienne pas le chercher. Donc, on a pris soin de lui dans la mort. Et c'est juste ce que cette petite pierre nous dit. Et un geste malencontreux d'une truelle, etc., on serait passé à côté de l'histoire et à côté d'une réelle prise en charge. Vous voyez, c'est des petits focus qu'on arrive à faire en inscrivant les sujets atypiques que l'on retrouve dans une histoire et une contextualisation qu'on connaît mieux. Et vous allez voir, beau sourire sardonique, mais là, peu importe, on est dans la salle capitulaire d'une abbaye, donc le diable n'y va pas. Donc, peu importe, on est dans le sein des saints d'une abbaye. C'est une abbaye qu'on a fouillée dans le sud de la Seine-et-Marne, donc au sud de Paris. C'est une abbaye augustinienne. Alors, ça a tout son sens parce que les augustiniens ont pour vocation l'accueil, sans spécificité, on accueille. On avait de la chance parce qu'une grande partie de cette abbaye qui était encore un peu en élévation était transformée en maison de retraite, donc on a pu accéder à toute la topographie funéraire de l'abbaye, parce qu'il faut savoir qu'une abbaye, on se bat pour les emplacements où être enterré. Alors, près de l'autel, dans l'abside, dehors, dedans, le cloître, la salle capitulaire. Le must des musts, c'est la salle capitulaire, dans le cloître. Dans la salle capitulaire, c'est là que tous les jours, on se réunit, puis on dit les tâches de chacun le matin. C'est là où on se fait chapitrer quand ça ne va pas. C'est là où on n'a pas voix au chapitre. Donc c'est vraiment la tour de contrôle de l'abbaye. Donc être enterré dans la salle capitulaire, ça veut dire qu'on fait partie du gratin de l'abbaye. Donc on a les religieux de très haut rang et on a quelques laïcs qui sont parmi les donateurs, les grands donateurs de l'abbaye. Une salle capitulaire, peut-être vous avez déjà visité des abbayes, alors il y a des beaux carrelages, etc. Mais à chaque fois qu'on fait un enterrement, on enlève le carrelage, on détruit, peu importe. Être enterré là, c'est le top. Et donc, dans la fouille de cette salle capitulaire, on est à peu près, on va dire au XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIVe siècle, on a trouvé ce squelette, rire sardonique s'il en est, mais là, pas de souci. Et donc, fouille, vous voyez, belle cavité céphalique, etc., etc., un investissement dans la sépulture. Et en démonter un squelette, ça veut dire prélever les os. Hein, c'est pas très beau comme terme, on démonte un squelette. On s'est aperçu, vous voyez le sacrum, je vous ai mis le sacrum, il est complètement ouvert. Le sacrum, c'est le prolongement de la colonne vertébrale, il est fermé pour protéger la moelle épinière. Quand il est ouvert, c'est une pathologie, ça s'appelle le spina bifida. Spina bifida, aujourd'hui, quand il est aperta, ça veut dire qu'il concerne le sacrum et toutes les vertèbres cervicales. Quand on le voit lors d'un diagnostic prénatal, on peut envisager un avortement thérapeutique. Il y a très peu d'enfants aujourd'hui qui naissent avec un spina bifida parce que quand il est extrême, le sujet risque d'être tétraplégique. Forcément, il a la moelle épinière à vif.
Ce sujet-là, alors il était en très mauvais état, hormis le sacrum, on a pu restituer un spina bifida aperta jusqu'à quasiment les premières cervicales. Donc un sujet, les médecins nous disent, au XXIe siècle, il ne vit pas. Hein. Avortement thérapeutique, plus que suggéré pour la famille. Donc qu'est-ce que nous dit la sépulture de cet individu? Ça veut nous dire qu'au XIIIe siècle est né dans une famille un enfant dont, au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'il ne marchait pas, qu'il ne serait pas propre, etc., et qu'il y avait un souci. Et donc très tôt, on ne l'a pas tué, on ne l'a pas sacrifié, on l'a confié à des moines qui étaient en charge de l'accueil de tout le monde, les humbles, les boiteux, les tordus, les déglingués, on les accueillait. Mais ce petit, tout abîmé qu'il était, il avait toutes ses facultés intellectuelles, et il est vraisemblable qu'il a été éduqué. Quelqu'un le prenait en charge, s'occupait de lui au quotidien, il a pu être éduqué et intégrer la hiérarchie de l'abbaye, vivre bien, longtemps, parce que son âge au décès, c'est autour de 70 ans, et être enterré dans la salle capitulaire au titre des dignitaires de l'abbaye. Donc vous imaginez ce que ça peut renvoyer aussi sur notre temps et notre 21e siècle qui fait le choix, alors moi j'ai aucun jugement moral ou quoi que ce soit, mais fait le choix d'éliminer. On parlait d'eugénisme tout à l'heure, mais est-ce que les diagnostics prénataux, etc. Sauf qu'au XIIIe siècle, alors je ne dis pas que tous les sujets, spina, bifida, tétraplégiques, étaient bienvenus dans les abbayes, mais toujours est-il que pour au moins cet exemple-là, on a la mise en œuvre d'un accompagnement sans diagnostic de la pathologie, mais on a su accompagner quelqu'un de très lourdement handicapé et lui laisser le loisir d'apprendre et de devenir quelqu'un probablement d'érudit. Et un autre exemple, les regroupements et les soins communautaires. Je vous présente, ça s'appelle un OVNI, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler. Alors, on est dans la Drôme, au XIIIe siècle, et vous avez typiquement une surface de fouille préventive, un pointillé, c'est-à-dire que c'est anarchique, on ne sait pas, ça représente un aménagement immobilier quel qu'il soit, des bâtiments, alors pas de bâtiments de culte, des bâtiments agricoles, peut-être des bâtiments d'habitation que vous avez là de part et d'autre, et au milieu, une petite aire d'inhumation, une trentaine de sépultures qui n'ont rien à faire là, parce qu'au XIIIe siècle, on peut supposer qu'elles seraient à côté d'un édifice de culte, avec la particularité qu'il n'y a que des personnes âgées, lourdement handicapées ou atteintes d'une pathologie dégénérative liée à leur âge. Donc une sélection par l'extrême, pas un enfant, pas un adolescent, pas un adulte en pleine forme. Alors comment on interprète ça? Alors déjà, on élimine tout ce que ça ne peut pas être. On est dans la Drôme, ça ne peut pas être une communauté juive, ce n'est pas un prieuré. Donc toutes les hypothèses ont été éliminées. La seule qui reste recevable jusqu'à ce qu'on apporte la contradiction ou la validation, c'est qu'on a ce qu'on pourrait appeler une proto-maison de retraite, un EHPAD du XIIIe siècle, où vraisemblablement, des communautés se sont dit, voilà, les vieux qu'on a à la maison, si on les regroupait et qu'on mettait des gens à disposition, ça éviterait qu'il y ait plein de vieux, comme la vieille dame âgée de Céris amputée de ses deux membres inférieurs, on les a regroupés. Donc on a regroupé des vieux, on les a fait vivre tranquillement et on les a enterrés sur place. Pour le moment, et vraiment ça a été source de réflexion, de proposition, et tout a été proposé et son contraire, c'est la seule proposition qui tienne la route. Là aussi, l'archéologie, c'est joyeux parce qu'il n'y a pas dans les textes au XIIIe siècle, tu enterreras tes vieux, machin, sauf que c'est pragmatique. Vraisemblablement, on s'est dit, en les mettant tous ensemble, on les nourrit tous ensemble, on les prend en charge ensemble, ça évite de disperser et d'avoir des charges différentes dans chaque ferme. Donc voilà, une hypothèse de maison de retraite prématurée. Là, on a vu donc les sujets. Alors, on a vu plein de handicaps, je vous en ai parlé de façon indistincte, mais il y a des handicaps qui sont des handicaps innés, et puis il y a des handicaps acquis. Ces deux types de handicaps, on peut les lire. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la paléopathologie où on faisait la course aux plus vieux. Je vais sombrer un petit peu dans ce travers-là pour vous montrer la plus vieille amputation française qui a été retrouvée à ce jour et qui est néolithique.
qui date de 4700 ans avant notre ère, datation C14. Et alors, ce n'est pas pour figurer au Guinness des records, là n'est pas le propos, sauf que nous dit cette sépulture, hormis le fait que c'est la plus vieille trace d'une amputation lisible sur un numérus, sachant que le plus vieil amputé du monde, toujours dans les records, il est néandertalien, 100 000 ans avant notre ère, 45 000 ans avant notre ère, pardon, à Shanidar, dans les contreforts de la Turquie. Mais là, on a amputé par désarticulation, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupé au silex, on a vraisemblablement vu un avant-bras gangréné, et on a celui qui connaissait les animaux et la boucherie s'est dit là, on enlève. Voilà. Tandis que là, il y a des traces sur l'humérus, alors d'une amputation au silex. Parce que là, on est content, on a le record, 4700 ans. Sauf que, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sépulture? Elle nous dit qu'il y a quelqu'un, alors agriculteur, éleveur, époque néolithique, qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être une chute, peut-être quoi que ce soit, un avant-bras qui va se gangréner et qui va être très embarrassant, douloureux pour lui et pour ses proches. Donc, il est en souffrance extrême. Quelqu'un décide de l'opérer. Donc, il faut qu'il y ait un sachant qui a les connaissances, alors un guérisseur ou une guérisseuse, un chaman, un homme médecine, peu importe, qui se saisit de l'autorisation d'intervenir et qui l'ampute au silex, comme on trépane au silex. Donc, je vous laisse imaginer le plaisir de l'opération. Alors, on sait par ailleurs qu'il connaissait les bienfaits des herbes qui font rire, des champignons hallucinogènes, donc on espère que le patient a été un peu anesthésié, sauf qu'il a survécu, il a été convalescent et il était amputé d'un bras. À l'époque où on est agriculteur-éleveur, donc il y a quand même tout un tas de tâches qu'il ne pouvait plus faire. Et qui plus est, d'après mes collègues néolithiciens, non seulement, alors nous, anthropologues, paléopathologues, on a pu voir qu'il avait survécu à son opération et à la prise en charge à l'assistanat communautaire, mais il est enterré avec du mobilier archéologique prestigieux. Alors moi, je ne suis pas néolithicienne, mais un pic de 30 cm, une variété particulière de schiste, etc., top du statut social. Donc ça veut dire que vraisemblablement, c'est quelqu'un qui était important dans sa communauté, qui a fait son parcours chirurgical et dont on a maintenu dans la mort le statut social à l'égal de ce qu'il était de son vivant. Donc vous voyez, on a les interventions, le statut social, la lecture alors, faite par les spécialistes qui regardent l'humérus, les traces de stries, de sciage, etc., etc. Et on arrive à recréer toute une histoire qui concerne une souffrance, quelqu'un qui est atteint par un accident de vie qui va se transformer en handicap. On parlait de trépanation, on est toujours au néolithique, on a quand même des vrais neurochirurgiens au néolithique. La trépanation, c'est quelque chose qui se fait encore au XXIe siècle. Alors au XXIe siècle, on sait que c'est lié à on trépane parce qu'on a un hématome sous-dural. On a la dure-mère, c'est-à-dire la petite peau qui protège, la petite membrane qui protège le cerveau, qui est compressée, ça crée des hématomes, etc., maux de tête, enfin voilà. Mais au XXIe siècle, on a le bloc opératoire, l'anesthésie qui va bien, le trépan, etc. Au néolithique, et c'est vraiment une constante, et on en trouve beaucoup dans les sépultures collectives, là aussi on trépane au silex. Grattage, raclage, voilà, je vous laisse imaginer. Là aussi, les champignons, les herbes, etc. 70% de survie, d'après la cicatrisation de la perforation. Alors, dans quel état? D'après les spécialistes, au mieux du mieux, migraine et acouphènes permanents, au pire du pire, hémiplégie, vertige, etc. Donc, c'est des gens qui ont une autonomie limitée, quoi qu'il arrive. Donc, là aussi, ça suppose prise en charge, même s'il y a des taux de survie qui sont très importants. Et l'anecdote, vous avez une vache néolithique trépanée. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette vache? Est-ce qu'elle nous dit qu'on trépanait les vaches migraineuses à l'époque néolithique? Je ne pense pas. Elle nous dit surtout que cette vieille vache qui ne devait plus produire de lait, elle a servi d'expérimentation animale à quelqu'un qui s'est fait la main sur une vache avant de se saisir de l'humain. C'est la seule hypothèse valable que mes collègues archéozoologues ont proposée. Ce n'est pas une trace de sacrifice, etc. C'est une trépanation d'une vieille vache, d'un cheptel qu'on pouvait sacrifier pour le coup,
Mais là, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir la première trace d'une expérimentation animale de quelqu'un qui s'est dit, avant de m'occuper de ceux qui ne vont pas bien dans mon groupe, je tente le coup sur une vache. Elle a été trouvée en Vendée. Et donc, les interventions, elles sont lisibles. Au plus loin qu'il y a de l'humain, on intervient sur l'humain, hein, et même avant avec Néandertal. Mais une fois qu'on est intervenu dans ce que nous on appelle provoquant le handicap de manque, c'est celui qui est le plus lisible, ou le handicap qui déforme, eh ben on va voir l'ingéniosité humaine se mettre au service de la fabrication de trucs improbables qui sont des prothèses, des orthèses, des corsets, des attelles, tout un tas d'appareillages qui sont inventés pour soulager, pour compenser un membre manquant ou pour simplement apporter du confort à un sujet. Et c'est le cas ici. On est à Bobigny, c'est à côté de Paris, une très très grande nécropole gauloise, une des plus grandes nécropoles gauloises d'Europe. Et on a trouvé cette femme très âgée. Là, vous voyez la position des membres inférieurs qui vous rappelle un peu ce que je vous ai montré précédemment. Et puis, de part et d'autre du squelette, des barres en fer qui sont aussi exposées à droite. Donc on a une femme âgée avec une pathologie. La pathologie, vous voyez le détail de l'os qui boursoufle, qui devient foisonnant. Ça s'appelle une myosite ankylosante, c'est-à-dire que l'os prolifère de façon totalement anarchique et va ankyloser les articulations au point d'entraîner l'hyperflexion que vous avez de la femme, là, qui est enterrée dans la position qu'elle avait de son vivant. Et c'est quelque chose qui est inconfortable et très douloureux. Et quand on a une sépulture comme ça, un petit peu atypique, on ne se contente pas de fouiller le squelette et de prélever le mobilier, on prélève aussi le sédiment dans lequel le défunt a été déposé. Et là, l'étude conjuguée du sédiment encaissant, qui reçoit le défunt, et de la corrosion, de la rouille qu'il y a sur le métal, nous donne des éléments textiles et des fibres végétales. Et donc, on peut reconstituer une sorte de corset, je ne sais pas, un truc, maintenu avec des embouts en métal, avec du cuir, avec de la paille pour rendre le maintien et l'assise un petit peu plus confortable, qui a été adapté à sa pathologie. Ça n'a pas de nom, là encore, mais vraisemblablement, on lui a confectionné un corset ou un support pour la transporter, pour la rendre plus confortable, pour la rendre, lui redonner une vie un peu sociale. Ça n'a pas de nom. On peut juste restituer l'idée de cet appareillage avec du métal. Le métal, à cette époque-là, on le recycle. Hein. Donc il a fallu qu'on investisse quand même pour lui fabriquer quelque chose adapté à elle. On appelle ça le corset de Bobigny. C'est vraiment une orthèse, parce qu'à défaut d'autres noms, mais quelque chose qui devait être extrêmement soulageant pour sa pathologie. Autre exemple classique, là on est à l'époque mérovingienne, 7e siècle de notre ère. On est dans le Doubs, en Meurthe-et-Moselle, et on a un petit cimetière mérovingien classique, des guerriers, des dames avec des bijoux, etc., etc., et un sujet auquel il manque les deux mains. Il a été amputé des deux mains. Et vous avez ici les avant-bras. Sur un des avant-bras, vous voyez les traces vertes. Alors les traces vertes, quand on est archéologue, sur des os, on sait que ça veut dire qu'il y a eu soit du textile, soit contact avec du métal. À côté de l'un des deux avant-bras, on a trouvé ça. Une fourche plate sur laquelle, là aussi, on a deux traces typiques de textile, de lanières de cuir, pardon, ayant laissé leur empreinte dans ce qui va être la rouille du métal. Voilà. Et à côté, on a trouvé ça. Une boucle de ceinture typique, avec un ardillon, un machin scutiforme, etc. Et en fait, ça donne ça. Et alors, vous imaginez qu'au 7e siècle, le forgeron, les habitants du village ont donné l'un une boucle de chaussure, l'un une boucle de ceinture pour fabriquer une fourche bifide attachée à l'avant-bras qui permettait peut-être de piquer de la nourriture.
un minimum d'autonomie. Mais là aussi, on a des corporations et des artisans qui disent, bon bah tiens, moi je vais fabriquer, pour piquer, on va faire il nous faut des boucles, ceinture, chaussures, et on bidouille avec une ingéniosité, une créativité et une empathie, une solidarité quand même assez remarquable, une prothèse d'avant-bras pour quelqu'un qui est amputé des deux mains. Donc vous voyez, on est dans l'archéoanthropologie, mais dans l'archéologie funéraire où on trouve aussi le mobilier archéologique. C'est-à-dire que les personnes appareillées emmènent dans la mort leur appareillage, et c'est tant mieux pour nous, pour peu qu'il y ait du métal. Parce que s'il y a que du bois, sauf le petit cerclage au bout, là, ça fait penser au mendiant de Bruegel, ça fait penser à l'appareillage de la Bible d'Angers, à la mosaïque de l'Escar. Et là, c'est un petit miracle de la conservation archéologique. C'est en Allemagne, dans un village qui s'appelle Ziegen. Il y a eu une coulée de boue monstrueuse qui a dévasté le village. Donc, plus tard, les archéologues ont retrouvé tout le mobilier périssable, etc., dont ce pilon de bois qu'on a qu'en iconographie. Nous, on retrouve parfois les petits cerclages. Quand on retrouve un petit cerclage comme celui-là à 30 cm ou à 20 cm d'une amputation, on voit à peu près que le bois s'est décomposé, mais qu'on a le cerclage qui servait à marteler le sol et qui servait à se déplacer. De la même manière, si le petit cerclage il est en position latérale d'un défunt, même qui n'est pas amputé, ça renvoie à des systèmes de béquillage. Alors les petits cerclages, on les laisse en place dans les sépultures quand on les fouille, parce que ça renvoie à tout un tas d'appareillages prosthétiques, béquilles, etc., etc. Mais là, pour le coup, on a du Bruegel grandeur nature avec ce pilon où on voit très bien comment on positionnait le moignon sur le petit support en bois. Et là, alors là, on atteint les summums de ce qui se fait en orthopédie et en prothésiste qui pourrait être quasiment contemporain. On est presque contemporain d'Ambroise Paré. Ambroise Paré, c'est quelqu'un... Il y a eu un avant et un après Ambroise Paré dans l'appareillage des personnes handicapées et notamment mutilées. Ambroise Paré, c'est ce qu'on appelait un barbier qui a sillonné toutes les grandes guerres de la Renaissance. C'était le chirurgien de François Ier. Et à cette époque-là, on a inventé l'artillerie lourde. Alors vous imaginez bien que sur les champs de bataille, les amputations, ça y allait de façon forcenée. Ambroise Paré raconte dans ses mémoires qu'il amputait un membre inférieur en 20 minutes. Et alors non seulement il amputait, et avec ses techniques et son invention médicale, il a inventé des cautérisations. Alors on cautérisait à l'huile avant. Donc il a inventé tout un système de sutures, de ligatures, etc. pour les moignons. Donc en fait, il allait sur les champs de bataille, il amputait et il appareillait après. Il soignait, il appareillait. Il faisait le service après-vente. Et c'est un savant exceptionnel parce qu'en fait, il fait la jonction entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Dans ses mémoires, il raconte qu'il croit aux chimères, il croit aux monstres. Il a encore tout un univers médiéval qui pourrait être celui un peu de Bosch, voilà, des monstres. Et c'est un super scientifique qui fait des dissections le soir, la nuit, sans rien dire parce que ce n'est pas vraiment autorisé, qui connaît le corps humain et qui veut appareiller ses contemporains. Et donc, il a inventé et mis au point ce type de prothèse. Ça, ce n'est pas une prothèse d'Ambroise Paré, mais il a inventé ces prothèses où on commence à articuler les doigts, où à la fonctionnalité, on va greffer quelque chose qui devient esthétique. Et à l'époque moderne, à l'époque de la Renaissance, c'est les fabricants d'armures qui fabriquent les prothèses. Donc forcément, elles sont hyper onéreuses et elles sont réservées à l'aristocratie guerrière, forcément, qui se promène avec des prothèses d'apparat avec grand plaisir. Alors bien évidemment, la piétaille des champs de bataille, elle n'est pas appareillée avec ces prothèses-là. Et Ambroise Paré a inventé ce qu'on appelle les prothèses des pauvres, bois, textiles, des bois pas chers, des textiles pas chers, etc., pour multiplier à l'infini les appareillages des soldats invalides. Et c'est un paradoxe cruel des guerres, parce qu'Ambroise Paré, chirurgien des guerres, a réussi à appareiller, à inventer des techniques de prothèses. Regardez les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Les gueules cassées ont donné lieu au plus grand progrès de la chirurgie esthétique,
parce qu'ils revenaient de la guerre en ayant des déformations absolument effroyables. Ils faisaient peur. Donc les techniques de réparation sont liées à la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est paradoxal. L'homme détruit, abîme, tue, mutile, et après, il invente tout ce qu'il y a pour réparer. C'est un grand classique. Et les guerres de la Renaissance, les invalides avec Louis XIV, ce sera pareil après, on réparait tant bien que mal ce qu'on avait abîmé sur les champs de bataille. Ça, c'est les grands paradoxes de l'être humain. Et donc, en termes d'appareillage, on ne fait pas mieux. Si, on fait mieux les prothèses actuelles des grands champions paralympiques en fibre de carbone, etc. Mais elles sont pour partie inspirées de ce type de prothèses avec une restitution des articulations et de la musculature, quand bien même elle est très, très, très schématisée pour les athlètes paralympiques, par exemple. Alors, bien évidemment, ce grand voyage dans le temps, ce n'était pas pour vous dire que comme c'était bien avant et comme c'est moche maintenant. Ce n'est pas l'idée. Il ne faut surtout pas sombrer dans une forme d'angélisme en se disant « mais on n'a rien compris au XXIe siècle ». En France, on ne sait pas s'occuper, nous, par exemple, des enfants autistes, on les envoie en Belgique dans les instituts. On ne sait pas faire une école inclusive, on ne sait pas. On fait des lois, puis après on fait des décrets pour abroger les lois. On a, par exemple, une loi sur l'accessibilité en 2005 qui est formidable, elle n'est toujours pas appliquée parce que ça a l'air d'être hyper compliqué de faire une rampe devant une mairie. Enfin voilà. Donc, le XXIe siècle fait ce qu'il peut, mais n'a pas de leçon non plus à recevoir du passé. L'idée, c'est pas, je vous ai fait un cours magistral sur le passé, c'était mieux, le XXIe siècle, ça ne va pas. Grosso modo, le handicap, c'est un vrai curseur, c'est un curseur social. C'est-à-dire que dans une société, quand ça va bien, eh ben, ça va bien pour les plus vulnérables du groupe. Et c'est ça qui est important. Imaginez tous ceux qui ont des lunettes, tous ceux qui ont des prothèses dentaires, tous ceux qui ont des prothèses auditives. Au Moyen-Âge, vous étiez handicapés. Le handicap, il est partout. Tout le monde est handicapé. On tombe d'un cheval, on est handicapé. On tombe on est très vite handicapé. Donc, il n'y a pas le quota pour les entreprises, le quota... Non, tous les voisins sont susceptibles d'être un peu boiteux, un peu bancal, un peu de... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a une présence importante et une représentativité importante. On n'a pas encore fait des catégories et des quotas et des statistiques, ce que nous, on fait. En France, il faut 6% de personnes handicapées dans les entreprises. Le CSA, qui est l'organisme qui gère l'audiovisuel, se plaint parce que, au même titre que toutes les autres minorités, les personnes handicapées ne sont pas dans les médias, dans les téléfilms, etc., etc. Alors que là, on a l'impression qu'ils sont partout. Ce qui est vrai, ils sont partout et on ne les cache pas. Alors, en revanche, une bonne guerre de 100 ans, une bonne épidémie, une bonne famine, quand on commence à regarder son voisin comme étant quelqu'un qui va pouvoir manger notre pain et qui devient chiche, les plus vulnérables sont jetés, sont les premiers à payer en fait. Et donc très souvent dans les villages, quand il y a ce type de changement sociétal, eh bien, c'est la mendicité urbaine et on revient à Bruegel et on revient aux invalides, et on revient à la cour des miracles, etc. C'est-à-dire que c'est un curseur. Mais dans les sociétés du passé, hormis de rares exemples, quand ça va bien pour tout le monde, ça va bien pour tout le monde, sans exception aucune, y compris les corps différents. Et de la même manière, c'est un curseur économique, parce que de tout temps, il aura été moins compliqué d'être handicapé, lourdement handicapé, dans une communauté qui va bien que dans une communauté très pauvre et très humble. On prend le XXIe siècle, vous êtes un champion paralympique, vous êtes appareillé avec des prothèses qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous êtes victime d'un tremblement de terre à Haïti, vous êtes appareillé par Handicap International avec des bouts de plastique et des bouts de bois. Le handicap n'a pas la même incidence où que l'on soit dans le monde et dans l'échelle sociale. Et ça, quand on travaille sur le handicapé, c'est une contextualisation qu'on est tenu de faire. De la même manière, on peut énumérer les handicaps. Quand on se charge de faire une enquête sur le handicap, on regarde, comme je vous l'ai dit, les grandes familles de handicap telles que définies par l'OMS. Et on prend ce qui nous correspond, c'est-à-dire tout ce qui est lisible sur le corps humain. Sauf que, un exemple,
de la nécessité de toujours contextualiser et de savoir à qui on a affaire le plus précisément de façon chronologique. Vous êtes au Moyen-Âge, on est à Toulouse, double fracture, tibia, fibula, péroné, voyez. Savait-on réduire une fracture? Probablement qu'à l'époque, certains savaient pratiquer cette technique d'orthopédie. La réduction de fracture, c'est quand vous avez une fracture, on tire sur les deux fragments pour les remettre bout à bout, on immobilise par un plâtre et on attend que les deux segments se ressoudent l'un en face de l'autre pour qu'il n'y ait pas de déperdition de la longueur diaphysaire. Sauf que quand on n'a pas la technique, on laisse les deux bouts fusionner comme ils peuvent. C'est ce qu'on appelle une fracture en baïonnette, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à mettre un plâtre, on ne sait pas. Donc à cette époque-là, à Toulouse, celui qui était victime d'un accident, il a ce type de fracture. Donc vous imaginez sur le vivant une déperdition de la longueur de son membre inférieur, donc c'est un boiteux. Donc c'est une personne handicapée. Sauf que, vous allez faire Burke, voilà. Aujourd'hui, une double fracture, c'est pas beau chez un footballeur, sauf que c'est réduit, 3 mois d'immobilisation, et il reprend sa saison l'année d'après. Donc quand on travaille sur le handicap, double fracture ou fracture, moi je vais devoir le coter comme étant probablement invalidant. Vous voyez, on travaille sur des pathologies invalidantes et on doit tenir compte des avancées médicales, chirurgicales, orthopédiques, etc. Et donc dans mes bases de données, fracture, jusqu'à une certaine période, je vais devoir l'envisager comme étant un handicap. Et c'est un exemple parce qu'il est le plus spectaculaire. Mais voilà, toute la complexité, c'est de se dire, on travaille le ou les handicaps. Il faut faire des va-et-vient entre la lecture au XXIe siècle et les implications, les séquelles pathologiques de certains accidents de vie dans le passé. Donc en fait, c'est plus compliqué, plus riche et plus passionnant qu'il n'y paraît. Et donc le bilan, c'est qu'on ne peut pas travailler tout seul. Il faut travailler avec tout un champ disciplinaire qui vont des médecins aux spécialistes des archives, aux spécialistes, aux céramologues, etc., etc. Et à chaque fois, alors au XXIe siècle, on parle souvent de situation de handicap parce que c'est la façon de ne pas dire handicapé ou voilà. Mais pour le coup, on travaille sur des situations de handicap. Je fais référence à la fracture précédente, c'est-à-dire que j'ai des noms, mais si aujourd'hui je vous dis le handicap fracture du tibia, on va me dire non, sauf que oui, pour un cultivateur néolithique, un guerrier gaulois, etc., etc. Donc à chaque fois, le handicap doit être contextualisé et être tributaire de toutes les avancées, de toute la technologie, de tout ce qu'on connaît sur les médecins. Donc on travaille avec des spécialistes de l'histoire de la médecine, on travaille avec des artisans qui nous expliquent des prothèses, etc., etc. Donc c'est un champ d'investigation qui est très ample, qui outrepasse largement l'archéologie funéraire et l'archéoanthropologie, qui est dans ses prémices, qui commence tout juste à être investiguée. Je pense qu'il y a une source de renseignements qui va faire tsunami dans les années qui viennent et qui, je le pense, interpelle sur nos comportements à nous et qui fait sens parce que finalement, pour le coup, même si c'est une démarche de l'archéoanthropologue, on est vraiment au cœur de l'intime, de l'humain, puisqu'on est dans la vulnérabilité la plus absolue. Et voilà, j'ai fini. Fascinant et diachronique. Alors,